Cours 5, les hyperuricémies. Donc, avant de parler de l'hyperuricémie proprement dite, on va d'abord parler de l'acide urique. L'acide urique, dans l'organisme, il provient à partir de la dégradation des purines. Les purines qui sont l'adénine, sous forme d'adénine monophosphate, ou de guanine, guanine monophosphate. Ces purines peuvent être soit de source endogène, donc dégradation des nucléotides, dégradation cellulaire et donc de l'ADN. Cette source endogène, elle est de 300 à 400 mg par jour, c'est-à-dire que l'organisme dégrade 300 à 400 mg de purine par jour. Et aussi, ça peut être de sources exogènes, qui sont essentiellement des protéines animales, où l'apport moyen est d'environ 600 mg par jour. Donc, ces adénines et ces guanines, donc pour l'adénine, elle va se dégrader en adénosine, puis en inosine, puis en hypoxanthine et en xanthine. Pour la guanine, ça va être de la guanosine, puis de la guanine. À ce moment-là, la xanthine et la guanine sont toutes les deux transformées en acide urique par les mêmes enzymes qui sont la xanthine déshydrogénase, XDH, ou la xanthine oxydase, selon l'environnement qui favorise l'une ou l'autre de ces enzymes. Donc l'acide urique, c'est cette molécule-là, elle est pratiquement insoluble dans le sang, dans l'eau. Et donc pour augmenter cette limite de solubilisation à environ 6,4 mg par décilitre, on va devoir la mettre sous forme de sel, donc sous forme d'urate monosodique. Donc on va mettre un sodium au niveau de la molécule et ça va me donner de l'urate monosodique, UMS. Et c'est la forme qui circule dans le sang qui est un peu plus soluble que l'acide urique lui-même. Maintenant, pour les catabolismes de purine, il peut, il peut se faire soit par élimination rénale, c'est-à-dire le résultat du catabolisme de purine, donc l'acide urique, soit va subir une élimination rénale par le biais du tubule proximal, mais là, il faut savoir que 90% de l'acide urique est réabsorbé dans le sang. C'est-à-dire que le rein n'élimine que 10% de l'acide urique. Et il y a une élimination digestive. L'élimination digestive ne concerne que le tiers, de ce qui est éliminé dans le rein. Donc 3% à peu près de ce qui est éliminé par le rein. Et cette élimination, elle concerne les selles biliaires, enfin, par le biais de la bile et par une élimination intestinale. Donc, dans un état d'homéostasie normale, 90% de l'acide urique qui reste environ dans l'organisme est une quantité tout à fait gérable par l'organisme. Donc, ça ne pose pas de problème que le rein n'élimine que 90% de l'acide urique produit chaque jour. Je précise que c'est dans des conditions normales. Maintenant, on parle de l'hyperuricémie. Donc, l'hyperuricémie, c'est une augmentation de l'acide urique dans le sang. Elle peut être due soit à une augmentation de la synthèse, soit à une diminution de l'excrétion. Pour l'augmentation de la synthèse, donc, on aura une synthèse accrue d'acide urique et donc éliminer 10% va faire accumuler le surplus dans l'organisme. Et ça peut venir soit des catabolismes des purines, c'est-à-dire un catabolisme de purine élevé, donc qui va me produire un acide urique, un taux d'acide urique élevé dans le sang. Ce catabolisme des purines peut être élevé soit par le biais d'une alimentation trop riche en purine, par exemple une alimentation trop riche en viande rouge, en abats, foie, rein, thymus, ou en certains poissons, les alcools, et aussi chez certains végétaux, comme les légumineuses et les champignons, on trouve une certaine richesse en purine, qui reste quand même inférieure à celle des viandes rouges, mais dans le règne végétal, les légumineuses et les champignons ont le plus de purine euh, dans cette catégorie. Et donc, l'apport excessif en ces aliments conduit à un apport excessif en purine et donc une dégradation de ces purines et une production excessive d'acide urique dans le sang. On peut aussi avoir la lyse cellulaire accélérée. Donc,
elle peut se produire lors d'une rhabdomyolyse, c'est-à-dire une dégradation du tissu musculaire, euh, les muscles striés. Ça peut se produire dans le cas d'une hémolyse ou ça peut se produire aussi lorsqu'on a une lyse tumorale. Donc, c'est des dégradations de cellules qui vont conduire à la dégradation donc, de, des purines présentes dans ces cellules-là et euh, qui vont me donner donc une augmentation des purines et donc une augmentation d'acide urique dans le sang. Et on peut aussi, à côté de l'augmentation des métabolismes des purines, on peut avoir une augmentation d'acide urique dans le sang parce qu'on consomme excessivement du fructose. La différence entre le fructose et le glucose, par exemple, c'est que le fructose a un index glycémique très bas. Il est de 32. Donc, un index glycémique bas, ça veut dire une stimulation moindre de la sécrétion d'insuline. Et comme il n'y a pas de sécrétion d'insuline, donc le fructose ne va pas aller vers les tissus insulinodépendants euh, comme le muscle squelettique ou sa transformation en acide gras lorsqu'il est en excès pour aller être stocké au niveau du tissu adipeux. Ce fructose, donc, va aller directement rejoindre le foie et il va être phosphorylé par la fructokinase en fructose 1-phosphate. Puis ce fructose 1-phosphate va, par le biais de l'aldolase, être dégradé en DHAP, donc DHAP et glycéraldéhyde. La différence entre la fructokinase et l'aldolase, c'est que la fructokinase, elle réagit très rapidement. Par contre, l'aldolase, elle réagit moins rapidement que la fructokinase. Donc, son activité, elle est inférieure à celle de la fructokinase. En temps normal, le rythme arrive à suivre, c'est-à-dire les enzymes arrivent à être synchrones malgré leur différence de rythme. Par contre, lorsqu'on a une consommation excessive de fructose, le fructose va être rapidement phosphorylé en fructose 1-phosphate par la fructokinase. Par contre, il va s'accumuler en attendant l'activité enzymatique de l'aldolase B qui va se faire moins rapidement que la fructokinase pour le dégrader en DHAP, en glycéraldéhyde. Donc, pendant ce temps, le fructose 1-phosphate s'accumule et donc il y a une mobilisation du phosphate pour qu'il soit fixé dans le fructose. Et cela conduit donc à une diminution du phosphate intracellulaire qui sera mobilisé dans le fructose. Et cette diminution du phosphate intracellulaire conduit à l'activation de l'AMP déshydrogénase. Cette AMP déshydrogénase va aller me convertir l'AMP en inosine, monophosphate, et qui va conduire à une augmentation de la production d'acide urique. Donc voilà comment une consommation excessive de fructose peut, comme pour la consommation des aliments riches en purine, la consommation excessive de fructose peut conduire à une augmentation d'acide urique dans le sang. On peut maintenant, pour la diminution de l'excrétion, c'est-à-dire l'élimination de l'acide urique, on a la consommation excessive d'alcool, et spécifiquement les bières, euh, qui vont aller au niveau du rein diminuer l'activité donc d'élimination d'acide urique rénal. Donc au lieu d'éliminer 10%, on va éliminer encore moins d'acide urique et donc ça va s'accumuler au fil du temps dans l'organisme. Et ainsi que la consommation excessive de fructose, en même temps que la production, en même temps que le fait de favoriser la production d'acide urique, le fructose va aller aussi empêcher ou diminuer l'élimination intestinale et rénale. Donc, la consommation excessive de fructose, elle a un double effet sur la production d'acide urique. Donc, elle conduit à une augmentation de la production d'acide urique et elle empêche son élimination intestinale et rénale aussi. Et on peut avoir, lors des insuffisances rénales, une diminution de la filtration glomérulaire qui va conduire à une diminution de l'élimination rénale de l'acide urique. Et enfin, les diurétiques. Certains diurétiques vont aller augmenter la réabsorption de l'acide urique et donc
par voie de conséquence, diminuer son élimination rénale. Maintenant, pour les symptômes, pour les conséquences, l'augmentation de l'acide urique dans le sang peut être soit asymptomatique, donc c'est une hyperuricémie sans aucun signe de goutte. La personne est normale, ne souffre d'aucun symptôme, donc elle ne présente aucun symptôme, mais si on lui fait des analyses, donc un bilan, on trouvera un taux d'acide urique élevé dans le sang. On peut avoir aussi des gouttes aiguës, c'est-à-dire des crises à intervalles qui sont très variables. Et ça peut être des crises espacées de plusieurs années. Donc une hyperuricémie chronique, elle conduit aujourd'hui à une crise de gouttes, puis plus rien pendant 2, 3, 5 ans, puis une autre crise. Ça, c'est des gouttes aiguës. Et on a des gouttes chroniques qui sont ce qu'on appelle des arthropathies uriques et qui se développent après 5 à 10 ans des poussées aiguës. Donc, on peut avoir d'abord les poussées aiguës, une fois tous les 2, 3 ans. Puis, au bout de 5 à 10 ans, on va avoir une goutte chronique, donc avec des douleurs chroniques, des arthropathies uriques. Ces trois-là, donc qu'elles soient asymptomatiques, gouttes aiguës ou chroniques, conduisent à la cristallisation de l'urate monosodique au niveau des articulations et des tendons. Donc, cette cristallisation, c'est elle qui va ensuite générer une réaction de goutte qui va donc donner les douleurs qui sont dues au fait que la cristallisation, l'urate monosodique va se cristalliser sur les articulations et les tendons, et donc il va activer le système immunitaire, et donc les, les, les cellules immunitaires qui vont être recrutées au site de l'articulation ou le tendon et vont dégrader l'urate monosodique et produire de l'acide lactique. Et c'est cet acide lactique qui génère la, la douleur ressentie dans la crise de goutte. Maintenant, une spécificité de la crise de goutte, en général, la goutte, euh, les premiers symptômes de goutte concernent surtout, par exemple, le gros orteil, au niveau des extrémités et surtout au niveau du pied. Donc, c'est l'un des premiers endroits concernés par la crise de goutte. Et on peut se poser la question pourquoi l'urate monosodique va préférentiellement aller se cristalliser d'abord au niveau des orteils, puis ensuite, lorsque ça devient chronique, ça peut être généralisé sur tout le corps. Mais pourquoi on a toujours l'un des premiers endroits où on a une cristallisation, c'est au niveau du pied. Parfois au niveau des articulations de la main, mais plus souvent au niveau du pied. Parce qu'en fait, c'est dû à la limite de solubilisation de l'urate monosodique. L'urate monosodique a une limite de solubilisation de 6,4 mg par décilitre en fonction de la température. Donc, c'est calculé à 37 degrés. Mais 37 degrés, c'est la température corporelle, surtout au niveau du tronc, au niveau des organes essentiels. Par contre, au niveau des extrémités, comme le pied ou les extrémités des doigts de la main, la température est légèrement inférieure à 37 degrés. Elle est de 35 degrés environ. Elle peut atteindre 35 degrés, surtout au niveau du pied. Et donc, à 35 degrés, la limite de solubilisation, elle n'est plus à 6,4, mais elle est à 6 mg par décilitre. Et donc, cette légère différence, lorsqu'on a un excès d'acide urique, suffit pour faire cristalliser l'acide urique. Donc, s'il est à 6,3, par exemple, mg par décilitre, au niveau du corps, il n'y a rien parce que la limite, elle est de 6,4. Mais au niveau des orteils, 6,3 mg, c'est supérieur à la limite de solubilisation et donc il va se cristalliser et se déposer au niveau des articulations et des tendons. Maintenant, pour les conséquences de l'hyperuricémie. Vous avez premièrement ce qu'on appelle le syndrome de Lesch-Nyhan. C'est une maladie génétique qui est due au déficit en hypoxanthine phosphoribotransférase. Cette enzyme va aller conduire, donc c'est une enzyme essentielle dans le métabolisme des, des, des purines, etc. Et elle va conduire à une surproduction d'acide urique dès la naissance, vu que c'est génétique. Et ce syndrome, il présente 4 niveaux: asymptomatique, moyen, sévère, ou le syndrome classique
de Leishmanian, c'est vraiment lorsque le déficit il est complet. Parce que le déficit en cette enzyme, selon la mutation où elle se trouve et comment ça va affecter l'enzyme, elle peut soit ne pas être active de manière totale, soit elle est active, mais son activité, elle est moindre par rapport à la normale. C'est pour ça qu'on a plusieurs niveaux d'atteinte. Mais dans le niveau le plus élevé, on peut avoir donc des gouttes sévères, une atteinte rénale, un retard mental, des dysfonctions neurologiques et aussi un comportement d'automutilation chez les personnes qui sont atteintes de ce syndrome. Il faut savoir aussi que les enfants atteints du syndrome Lesch-Nyhan sévère ne dépassent pas l'adolescence en termes d'espérance de vie. Également, le, les gouttes sévères ne surviennent pas dès la naissance. Il y a une surproduction d'acide urique dès la naissance, donc on a une hyperuricémie dès la naissance. Par contre, la crise de gouttes ne survient que très tard. Cela suggère que le dépôt, le dépôt se fait vraiment lentement et il ne se fait pas dès qu'on a une surproduction, tout de suite après il y a un dépôt. Non, c'est un phénomène qui est parce que la cristallisation c'est un phénomène qui est réversible et donc, pour qu'il se cristallise et qu'il se dépose, il faut vraiment plusieurs années d'hyperuricémie pour qu'on ait des gouttes, des crises de gouttes vraiment apparentes. Voilà. Donc, maintenant, on va parler des conséquences d'une élévation d'acide urique, mais pas les causes génétiques. Donc, on va avoir des causes des conséquences soit par rapport à une élévation aiguë, soit par rapport à une élévation chronique. Lorsqu'on a une élévation aiguë, ça peut être un effet protecteur ou un effet bénéfique. Parce qu'il faut savoir que l'acide urique est un puissant antioxydant. Il représente 60% de la capacité antioxydante du plasma. Et aussi, il piège les radicaux libres et stabilise la vitamine C. Donc, il aide à une meilleure, donc la présence d'acide urique aide à une meilleure efficacité de la vitamine C dans l'organisme. Il inhibe la formation du peroxymétrite et empêche l'inhibition de la superoxyde dismutase extracellulaire par le peroxyde d'hydrogène. Donc, il a des effets antioxydants en tant qu'acide urique. Hein. Et il rétablit chez les patients du diabète de type 1 et fumeurs, il peut rétablir la fonction endothéliale lorsqu'on a une élévation vraiment aiguë, dans le sens où c'est une élévation qui est courte dans le temps. Ce n'est pas une élévation chronique. Par contre, lorsqu'on est face à une élévation chronique, donc qui se limite dans le temps, donc longtemps, qui se limite pas dans le temps, je veux dire, qui va lente sur plusieurs années, là on peut avoir des crises de gouttes avec des dépôts de cristaux d'urate dans les articulations ou les tendons, une hypertension artérielle qui est due à l'activation du système rénine-angiotensine qui conduit à une vasoconstriction, et à la stéatose hépatique du fait d'une augmentation du stress oxydant et une activation de la SREP-B qui conduit à une synthèse et une accumulation de lipides intrahépatiques. On peut avoir également une obésité viscérale. Là, par contre, on ne sait pas si c'est une cause ou une conséquence, parce que la leptine, on a trouvé que la leptine régule l'acide urique. Donc, un excédent de leptine conduit à une augmentation de la production d'acide urique. Et aussi, l'acide urique en excès conduit à, il stimule la lipogénèse. Ça peut même devenir un cercle, c'est-à-dire un excès d'acide urique qui stimule la lipogénèse, qui va augmenter sa production de leptine, qui va stimuler encore plus une production d'acide urique, etc. On peut avoir aussi des lithiases rénales par des formations de cristaux d'acide urique au niveau des reins et qui associent un pH urinaire bas et un volume urinaire faible. C'est-à-dire que si la personne, non seulement elle a de l'acide urique en excès dans le sang, mais en plus elle ne s'hydrate pas beaucoup, donc on a un volume urinaire faible et donc du coup la solubilisation de l'urate ne se fait pas, de l'acide urique ne se fait pas,
et donc on va avoir des formations de cristaux et donc des lithiases rénales. Et chez la femme enceinte, l'élévation chronique d'acide urique peut conduire à une prééclampsie, c'est-à-dire une hypertension artérielle plus une atteinte rénale. Également, on peut avoir des maladies cardiovasculaires et un syndrome métabolique dû au stress oxydatif qui est généré. Alors là, on peut se poser la question, pourquoi l'acide urique en élévation aiguë est un facteur antioxydant? Par contre, là, lorsqu'il y a une élévation chronique, c'est un facteur qui est pro-oxydant. En fait, l'acide urique lui-même, en tant que molécule, est un antioxydant. Par contre, lorsqu'il est produit, lorsqu'on a une production d'acide urique, donc l'acide urique est produit par la xanthine déshydrogénase ou par la xanthine oxydase. Mais parfois, lorsque le NAD est non disponible, la xanthine, la xanthine déshydrogénase n'est pas activée. Donc, on va produire l'acide urique via la xanthine oxydase qui va me générer un anion superoxyde et donc qui est très euh, pro-oxydant. Et c'est lui qui va me générer le stress oxydant qui va me conduire à long terme au syndrome métabolique et aux maladies cardiovasculaires. Maintenant, pour le traitement, vous avez le traitement de la crise gouteuse qui peut consister en des traitements de colchicine. La colchicine va diminuer l'afflux leucocytaire vers les articulations et les tendons. Et donc, ça va empêcher la phagocytose des cristaux durables et donc diminuer la production d'acide lactique qui, lui, génère la douleur. Et pour les crises récidivantes de gouttes, donc la goutte chronique, on peut donner des hypouricémiants comme l'allopurinol ou le févoxostat. Eux, c'est des inhibiteurs de la xanthine oxydase, c'est-à-dire qu'ils empêchent la production d'acide urique. Et on peut avoir des uricosuriques qui sont le probénicide qui inhibe la réabsorption tubulaire d'acide urique. Ce qui fait qu'au lieu de réabsorber 90% de l'acide urique, on va réabsorber moins et donc éliminer plus d'acide urique dans les urines. Voilà, c'est tout pour ce chapitre.